OK, là, j'allais partager mon écran. Oups. OK. Est-ce que vous voyez vos propres visages ou non? Ouais, c'était pas encore en mode présentation, on dirait. Non, non, mais juste, je me demandais si vous voyez vos visages ou non. Euh, Comme, est-ce que vous voyez ma fenêtre Zoom ou pas? non. Là, maintenant, c'est bon. OK, parfait. OK, ben, je vais commencer, puis comme, monsieur Laprise disait, il y a pas j'ai pas d'objection à ce que les questions se posent pendant. Fait que, puis aussi ouais, donc peut-être on va avoir un peu plus, de temps si jamais il y a d'autres questions aussi. Donc, ben, en gros, je vais vous présenter la météorologie dans les Rocheuses canadiennes. Plus précisément, c'est comme qu'est-ce que c'est que le travail de terrain, puis après, qu'est-ce qu'on fait en termes d'analyse numérique. Ça s'inclut un peu dans le cadre de mon travail de maîtrise, mais c'est plus comme une explication du terrain puis de l'analyse en général. OK, donc juste pour avoir une idée de où on s'en va, là, premièrement, je vais présenter qui je suis, juste parce que je trouve qu'à distance, surtout, c'est plus dur d'avoir une idée de qui est-ce qui est devant nous, qu'est-ce qui nous parle. Après, je vais expliquer pourquoi j'ai choisi d'aller dans ce domaine-là. Après la deuxième section, je vais présenter le projet SPADE, qui est le projet, avec lequel on est allé dans l'Ouest canadien. Ensuite, je vais expliquer brièvement un phénomène météo qui est vraiment essentiel à comprendre ce qu'on a fait dans les Rocheuses, qui est la précipitation orographique. Après, je vais aller plus en détail sur qu'est-ce qu'on fait sur le terrain, donc le avant, le pendant, puis le après. Puis pour finir, je vais expliquer c'est quoi l'analyse, numérique, puis la modélisation numérique aussi en essayant de différencier les 2. Donc, je commence juste par, dire qui je suis. Ben, comme monsieur Laprise l'a dit, je suis Aurélie, je suis étudiante à la maîtrise en sciences de l'atmosphère à l'UQAM. Puis, mis à part, l'école, je fais d'autres choses, là. Donc, en général, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est activité physique, sport, autant, aller au gym qu'aller faire de la randonnée ou du cirque même, j'en fais. En termes d'académique, j'ai toujours aimé les sciences pures puis appliquées, fait que les maths, la physique plus particulièrement. Puis aussi, j'adore faire des travaux manuels, là, ne serait-ce que ce soit de la peinture ou juste comme de la menuiserie, là, même de la mécanique. Puis finalement, ben, en termes de mes valeurs, ben, je suis quelqu'un pour qui l'environnement est assez important. Heu, donc voilà. Donc pourquoi j'ai choisi d'aller en météo? En fait, c'est que je cherchais, quelque chose qui était à l'équilibre entre le fondamental, donc les maths, la physique, comme je disais, mais qui impliquait aussi du concret puisque j'aime vraiment ça. Hem Puis je voulais aussi quelque chose qui fitait avec mes valeurs. Donc, prendre comme puisque j'avais à cœur l'environnement, aussi j'avais envie de me sentir utile, d'avoir l'impression d'aider dans la société. Puis aussi d'avoir un milieu de travail que je dans lequel je me sentais respectée, puis j'avais l'impression que mes efforts, étaient représentés dans mon travail. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis allée dans ce domaine-là. Puis, juste dans le fond, pour te donner une idée, quand j'ai commencé, quand j'ai fait mon bac, non, excuse-moi, j'ai fait mon cégep en sciences pures et appliquées, mon DEC. Puis après ça, je suis allée en ingénierie, en fait, en génie mécanique parce que je voulais quelque chose qui était à la fois appliqué, à la fois, sciences. Finalement, je trouvais ça trop appliqué. Fait qu'après ça, je suis allée faire, le bac en physique. Puis là, je trouvais ça trop fondamental. Fait qu'après ça, finalement, je suis allée en météo parce qu'au début, je savais même pas que ça existait, en fait. OK. Fait que je me suis promenée un peu là, je cherchais vraiment quelque chose qui était comme concret, mais fondamental, mais pas trop. Puis au final, c'est ça, pour moi, je trouvais que physique, c'était un peu trop fondamental, OK. ingénierie, c'était un peu trop appliqué, puis météo, c'était comme entre les 2. Surtout que Génial. ça fitait bien avec mes valeurs aussi, ce qui est important. Fait que plus en détail, comme pourquoi la météo? Ben, en fait, je me suis tout le temps questionnée à comprendre qu'est-ce qui était autour de moi. C'est comme en fait, je pense que c'est ça qui a fait que je suis allée en sciences aussi, comme tu sors dehors, tu vois des phénomènes, tu te Ouais. demandes pourquoi. Mmh. Il y a des sortes de nuages qui sont vraiment bizarres. Des fois, les températures vont changer en 2 jours. Il fait -10 une journée, il fait 3 le lendemain, comme comprendre tout ça. Aussi, je sais pas, si tu as vécu ou si tu te rappelles la tempête de verglas de 98. Moi, j'étais jeune, mais comme pourquoi on Pas a eu encore ça? née. Pardon? J'étais pas encore née. OK, c'est ça. Mais comme pourquoi on a eu ça? Tu sais, c'était vraiment une des affaires les plus intenses qui arrivaient au Québec. Puis sinon, après, ben, dans l'air du temps, ben, il y a tout ce qui est îlot de chaleur puis canicule.
Fait que là, j'ai mis une carte de Montréal, en fait, qui a été réalisée par des gens en sciences de l'atmosphère. Donc, on voit l'île de Montréal, puis les couleurs, ça représente la température, là. Plus c'est rouge, plus c'est chaud. Plus c'est bleu, plus c'est froid, en fait. On voit vraiment bien que les quartiers densément peuplés, puis naturellement les plus pauvres aussi, sont ceux dans lesquels il y a le plus de zones rouges. Heu, on voit ici, ça c'est la montagne de Montréal, donc on voit l'importance d'avoir des espaces verts. Puis on voit aussi, les quartiers plus aisés dans lesquels il fait vraiment moins chaud, donc l'îlot de chaleur est moins prononcé. Donc, il y a toute l'aspect science, comprendre ce qui se passe, mais après ça, il y a tout l'aspect, c'est quoi l'impact que ça a sur la société? Puis ça, je trouve ça vraiment important parce que je voulais me sentir utile. Après, en termes de ça, c'était la météo. Maintenant, si on regarde en termes de climatologie, ben on entend tout le temps parler des changements climatiques, puis j'aime avant, j'avais pas vraiment d'idée. Est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ci? Est-ce que ça? Puis j'avais le désir de critiquer par moi-même les sources, les graphiques, les choses que je voyais ou bien juste de comprendre les graphiques, en fait. Donc, il y a des évidences scientifiques, puis d'être capable de les comprendre, comme le graphique que j'ai mis, à l'écran. Après, il y a aussi les conséquences puis les ampleurs, des des changements climatiques. Puis d'être capable de voir s'il y a des régions qui sont plus vulnérables que d'autres. Puis finalement, ben, c'est aussi d'être amené à voir s'il y a des solutions ou non. Comme, comme par exemple, si je mets une image d'éolienne, mais en sciences de l'atmosphère, on va s on va étudier le vent beaucoup, là. Puis le vent, ben, quand tu comprends bien le vent, tu peux aussi bien aller en prévision qu'aller en énergie renouvelable et éolien, dans ce domaine-là, par exemple. Donc, c'est quelque chose qu'on peut être amené à faire, en étant en météo, ou bien même la dispersion des polluants, là, comme sur la figure du milieu. Donc, maintenant, je vais passer tout de suite à le projet dans les Rocheuses canadiennes qu'on a fait. Donc ça, c'est une carte, du Canada et des États-Unis. Puis les Rocheuses canadiennes, ben, c'est la partie au Canada des Rocheuses qui sont représentées en rouge, qui constitue la frontière entre la Colombie-Britannique et l'Alberta. Donc, dans notre projet, nous, c'est situé sur le sud des Rocheuses canadiennes, qui est zoomé ici. Si j'agrandis cette section, on se retrouve avec la carte qui est là. Puis évidemment, ben, pour faire une étude de terrain, on ne peut pas choisir, un si gros domaine, là. Fait que nous, on s'est concentré sur la toute petite région qui est ici. Puis, en fait, ce qu'on voulait vraiment, c'est être à cheval sur la frontière, où il y a la montagne. Donc, la ligne en pointillé bleu que j'ai mis ici, c'est la frontière, mais on appelle aussi ça la division continentale puisqu'elle divise le continent nord-américain entre la partie ouest puis toute la partie est. Mais c'est aussi la ligne de partage des eaux, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'en termes de cycle hydrologique, l'eau d'un côté puis de l'autre soit affectée par cette, division ici. Donc là, j'ai juste zoomé pour remontrer la ligne de partage des eaux. Puis, on avait mis 3 stations dans la campagne de terrain de Spade. Il y avait Nipika qui est identifié ici en rouge, avec, l'endroit où on dormait là. Puis de l'autre côté, ben, il y avait 2 stations. Il y avait Fortress puis, Powerline puis Fortress Junction, qui était à la jonction de l'autoroute, en fait. Puis on voyait où on habitait là, qui est représenté par BGI. Puis juste pour mettre une idée, on a mis Banff, la ville de Banff puis Canmore, au cas où ça peut aider quelqu'un à se situer. Donc, c'était quoi les objectifs de cette campagne-là? Ben, la première chose, c'est de trouver d'où vient l'eau. Est-ce que l'eau vient de l'est ou de l'ouest? C'est quand même une montagne qui peut aller jusqu'à 3 kilomètres de haut. C'est vraiment, vraiment haut. Fait qu'est-ce qu'elle arrive à traverser les Rocheuses, l'eau, quand elle arrive d'un côté ou de l'autre? Est-ce qu'elle est prise d'un côté ou elle va aller de l'autre côté? Après ça, un coup que l'eau est d'un côté ou de l'autre ou au-dessus, quel facteur qui influence comment les précipitations qui sont dans le nuage vont se déposer au sol? Puis finalement, ben, est-ce qu'il y a un type de précipitation heu, qui arrive plus souvent d'un côté, plus souvent de l'autre? Est-ce qu'il y a un côté qui reçoit plus de neige alors que l'autre, c'est plutôt de la pluie ou des choses comme ça? Donc, ça, c'était nos objectifs. Puis pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à, en général, les précipitations dans les montagnes? Bien, d'abord, c'est pour mieux comprendre et mieux prévoir, les précipitations. Parce que, ben, pour faire une bonne prévision, il faut avoir une bonne compréhension déjà. Puis pourquoi c'est important? Mais ne serait-ce que pour toutes les activités hivernales en montagne, le ski, tout ça,
Si on a de la pluie versus si on a de la neige, ben, ça va nous donner une idée à savoir si c'est une bonne montagne de ski. Puis on peut aussi, par exemple, étudier les changements climatiques. Est-ce que cette montagne de ski-là va être bonne encore dans 10 ans? Est-ce que ça vaut la peine d'investir, par exemple? Après, ben, il y a tous les risques d'inondation ou même d'avalanche parce que tout ce qui est comme de la neige sur les montagnes, quand ça fond au printemps, mais ça s'écoule évidemment. Puis on veut savoir où est-ce que ça s'écoule. Euh, Est-ce qu'il y a des villes qui sont plus propices que d'autres à recevoir des inondations ou à être affectées par des avalanches, par exemple? Puis finalement, ben, c'est tout simplement parce que comme c'est une grosse, grosse ressource en eau, là, l'eau qui se trouve sous forme solide dans les montagnes. Fait que dans tous les bilans, c'est vraiment important de le considérer. Puis aussi en termes d'agriculture, pas juste en termes d'eau qu'on consomme comme un verre d'eau, par exemple, mais toute l'eau qui est acheminée pour l'agriculture, c'est vraiment une grosse proportion de ce qui vient dans les montagnes, là, surtout aux États-Unis, là, donc les Rocheuses du Sud. Donc, ben, là, j'arrive au moment où je présente un peu le phénomène météorologique, donc la physique derrière. Ben, c'est qu'il y a de la précipitation dans les montagnes, on le sait. Les montagnes, comme on peut voir sur la figure, là, elles sont grandes, euh, comme de l'ordre de 4 ou 8 kilomètres pour le Mont Blanc ou l'Everest, mais en termes d'atmosphère, elles se trouvent dans la troposphère, qui est la partie la plus proche de la surface, où on vit en fait. Puis dans la troposphère, ce qui est important de voir, c'est que comme c'est représenté par la courbe en rouge, la température décroît avec la hauteur. Après, bon, dans la stratosphère, ça réaugmente à cause de d'autres phénomènes, d'autres processus. Mais on voit que la température décroît dans la troposphère, ce qui est important de comprendre pour comprendre les précipitations dans les montagnes. Aussi, bien, il y a le concept que plus l'air est froid, moins il peut contenir d'humidité. OK? Donc, évidemment, quand on va dehors et qu'il fait froid, on voit que ça fait comme un nuage devant notre bouche, mais en fait, c'est que l'air qui est devant notre bouche est beaucoup plus froid que l'air qui est à l'intérieur. Donc, ce qui se trouve sous forme de gaz ou de vapeur dans notre bouche, dès que ça va à l'extérieur, ça va condenser. Donc, l'air froid va amener à la condensation en général. Donc, ce qui se passe, c'est que si on a une grande chaîne de montagnes comme celle qu'on avait tout à l'heure, qu'il y a de l'air qui se déplace au pied des montagnes, quand elle arrive, elle est comme bloquée par la montagne, mais juste par conservation de la matière, il faut que ça aille quelque part. Ça ne peut pas rester là ou ça ne peut pas disparaître. Donc, ce qui va arriver, c'est que ça va être forcé de monter. Puis là, j'ai dit que la température décroît avec l'altitude. Donc, quand l'air est forcé de monter, bien, ça va amener que l'air est froid en altitude, ça peut contenir moins d'humidité, donc il va y avoir de la condensation. C'est pour ça qu'il y a souvent des nuages en altitude. Après, est-ce que ce nuage-là va amener à de la précipitation? Si oui, sous quelle forme? Puis, on se demande aussi, est-ce que le nuage va se déplacer avant de précipiter ou la précipitation elle-même, est-ce qu'elle va être emportée par le vent puis elle va se déplacer? Donc, c'est toutes des questions qu'on a besoin de répondre pour être capable de mieux établir comme les ressources en eau au sol dans les montagnes, puis à la base des montagnes ultérieurement. Donc, c'était ça le but de notre campagne de terrain. Puis, ben, pour faire la campagne de terrain, d'abord, ben, il y a la préparation avant la campagne. Euh, je, je dis toujours que ça me surprend à quel point il y a eu de la préparation avant. En m'embarquant là-dedans, je ne pensais pas qu'il y avait autant de choses à faire avant. Mais je vais donner des exemples de ce qu'on a à faire avant. Ben, d'abord, sur la photo qui est ici, c'est l'équipe qu'on voit. Puis on voit que, bon, c'était pré-pandémie, là, mais on était à distance parce que c'est une équipe qui est pan-canadienne. Donc, il y avait beaucoup de monde qui s'était rassemblé à l'UQAM cette journée-là, mais il y avait aussi d'autres collègues qui étaient en Saskatchewan, en Colombie-Britannique ou même en Alberta. Qu'est-ce qu'on doit faire avant d'aller sur le terrain? Bien, premièrement, on doit choisir combien de stations météo on veut, les sites d'observation. C'est où qu'on est mieux de les mettre, en fait, qu'est-ce qui est plus idéal? Puis, est-ce que c'est un endroit qui est accessible? Comme par exemple, il y a beaucoup d'endroits dans les montagnes ou dans les endroits reculés où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de Wi-Fi non plus. Fait que faire de l'analyse numérique, c'est pas si facile. Fait que c'est tout ça qui est à considérer. Puis après, ben, c'est de voir de quel instrument on a besoin là-bas, parce que dans l'idéal, on voudrait amener tous les instruments qui existent, mais après, on a un budget. Puis on a des ressources comme en électricité maximale. Fait que nous, ça a été une des grosses limitations. On a dû choisir quel instrument on amenait parce qu'on n'avait pas assez de power pour tout amener. Après ça, avec chaque instrument, il faut que tu choisisses qu'est-ce que tu veux mesurer. OK, j'ai un radar, mais qu'est-ce que je veux mesurer comme variable avec mon radar? Puis après ça,
combien de personnes on a besoin d'avoir sur le terrain, qui est-ce qui est nécessaire. Est-ce qu'on a besoin de plus de personnes techniciennes, plus de personnes qui vont faire de l'analyse, plus de personnes qui vont faire de l'observation, et cetera. Fait que c'est de choisir tout ça. Fait que combien, puis quel poste la personne va occuper là-bas. Fait que la première étape quand tu arrives sur le terrain, c'est d'installer tout. Fait que là, oui, on est des scientifiques, puis en général, on fait de la physique et des maths dans notre bureau. Mais là, tu arrives sur le terrain, puis c'est une grosse job physique. Fait que là, j'ai mis une photo ici de les gens qui ont essayé de. Dans le fond, qui ont installé le LIDAR, là, qui est comme un radar, mais dans des longueurs d'onde différentes. Ils l'ont débarqué du pick-up pour le mettre sur l'échafaud, puis c'est vraiment lourd, un LIDAR. Fait que là, c'était comme travail physique. Puis après ça, mais tu as pas le choix de développer plein de connaissances connexes. Comme on voit ici, ben, quand tu montes les instruments, mais il faut que tu utilises tes outils, il faut que tu t'assures que c'est stable, il faut que tu fasses les connexions avec les fils, tout ça. Oups, pardon. Puis après, ben, c'est aussi vraiment multidisciplinaire dans le sens où, j'ai mis une photo ici de notre collègue à l'UQAM, Mathieu, qui, ben, lui a appris à faire toute l'électronique des panneaux solaires finalement, parce qu'on avait besoin de panneaux solaires. Puis, ben, il a appris à faire tout ça, à les connecter, puis même à, ben, à faire le circuit de batterie qui allait avec, là. C'est pas particulièrement compliqué, mais c'est quand même quelque chose de nouveau, là, qui était amené à faire. Fait que finalement, qu'est-ce qu'on avait sur le terrain? Ça, c'est un coup que c'était fini, là. Ben, on a une jauge de précipitation. Ça, c'est comme un gros bucket dans lequel les précipitations vont tomber, ils vont fondre, puis on calcule en termes d'eau liquide, ça correspond à combien de précipitations. Les petits panneaux que tu vois autour, ça sert à réduire la turbulence du vent pour que les précipitations tombent mieux dedans. Après, ça, c'est un radar. Donc, ça envoie une onde électromagnétique qui est réfléchie par l'eau dans l'atmosphère qui va revenir. Donc, ça sert à mesurer les précipitations ou les nuages en altitude. On a un lidar qui est essentiellement la même chose qu'un radar. Au lieu d'être dans les ondes radio, donc le RA de radar, c'est dans les ondes visibles ou proches du visible, donc LI pour light en anglais. Puisque la longueur d'onde est différente, au lieu d'interagir avec les particules d'eau dans l'atmosphère, comme les nuages ou la précipitation, ça interagit avec les aérosols ou l'air, ben, dans le fond, c'est comme l'air lui-même. OK? Ça sert à mesurer les mouvements de l'air, le vent. Ensuite, on a un hydromètre optique qui est comme, c'est considéré de deux têtes ici, entre lesquelles les précipitations vont être amenées à tomber et sont mesurées. Donc, on mesure la vitesse de la chute puis la taille de la précipitation. Avec ça, on peut retrouver vraiment plein de caractéristiques. Finalement, on a des capteurs météo qui mesurent les variables météo de base, la pression, température, vent, humidité, juste pour pouvoir faire un recensement des conditions météo. Puis finalement, ben, en dessous, on a tous les ordinateurs qui sont dans une grosse boîte. Voilà, une grosse boîte qui est barrée en dessous de l'échafaudage. Puis il faut aller chercher les données souvent dans cette boîte-là. Mais je vois que le vent faisait en sorte que je pense que c'était de la neige qui tombait avec un certain angle. Ouais. Les trous pour justement capter la précipitation il me semble assez petits. Ça tombe quand même, j'imagine. Ouais, ben en fait, la sous-captation qu'on appelle, c'est un phénomène qui est connu en météo, puis il y a beaucoup de gens qui essaient de pallier un peu à ça. D'où pourquoi on a différents instruments, dans le sens où le hydromètre optique, lui, ça va mesurer les précipitations qui ne sont pas dans un bucket. Fait qu'après, on essaie de voir est-ce qu'avec ça, on peut corriger. Après, quand l'espèce de jupette ici en métal a été inventé, ça a quand même fait une grosse amélioration en termes de collection. Puis après, c'est de voir, OK, on sait qu'il y a de la sous-captation. Est-ce qu'on est capable, si on observe la réalité, de faire des relations mathématiques pour corriger les observations? Puis après ça, dans les modèles, ça serait corrigé, mettons. Fait que ça, c'est comme une partie de la science qui existe, qui est de... Parce qu'évidemment, on sait que les observations ne sont pas parfaites, là. Il y a du monde qui, en parallèle, essaie d'améliorer les instruments, puis en même temps, qui essaie d'améliorer les algorithmes pour les corriger. C'est comme deux aspects de la science assez importants. OK. Fait que sur le terrain, on avait 2 sites d'observation. La Colombie-Britannique, où il faisait très souvent beau et chaud, puis l'Alberta, où il faisait très souvent froid et mouillé. Fait qu'enneigé ou précipitation un peu mouillée. Donc, on alternait entre les deux. Fait qu'est-ce qu'on faisait sur le terrain? Mais on coordonnait les 2 sites tout le temps, un à l'autre. Ce qui est difficile, c'est comme j'ai dit, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de réseau cellulaire, il y a à peine d'électricité, comme des fois des panneaux solaires. Il faut essayer de communiquer d'un à l'autre. C'est quand même un peu un défi. Puis aussi, on fait la prévision météo en continu, puisqu'on essaie de savoir ce qui s'en vient. Vu que c'est très local comme endroit, on faisait notre prévision nous-mêmes.
on regardait évidemment les prévisions qui étaient faites par, comme disons Environnement Canada et tout ça, mais on va aussi aller plus en détail en faisant notre propre prévision. Ce qui est cool du travail de terrain, c'est que c'est pas du 9 à 5, là. C'est, il pleut, tu y vas, il neige, tu y vas. Sinon, tu te reposes. Donc, c'est un peu n'importe quand, 24/7. Puis quand tu es sur le terrain, ben, chaque 10 minutes, tu vas noter dans un cahier parce qu'il y a pas d'ordinateur, pas de courant, tout ce que tu vois. Heu, Puis aussi, dans le fond, ce qu'on a noté, c'est, les précipitations. Qu'est-ce qu'on voit en termes de type, d'intensité? Est-ce que le couvert nuageux, il est, totalement couvert, clairsemé? Est-ce qu'il vente fort, et cetera? Puis aussi, quand il y avait des précipitations solides, donc quand la température était en bas de zéro, on était capable de collecter sur un petit pad de noir, puis de prendre des photos juste pour documenter parce que sur le coup, tu les vois, mais après, tu te rappelles jamais de tout ce qu'il y a eu pendant 2 mois, là. Fait que là, on a une collection de photos comme ça aussi, puis on est capable de après coup, aller regarder ce qu'on a eu comme type de précipitation. Puis, ça, c'est une photo que j'ai ajoutée parce que c'est un bon souvenir dans le fond. Vu que c'est 24/7, des fois, on était vraiment fatigués, mais tu sais, c'est comme une bonne fatigue pareil. Puis, moi puis Charlie, on s'amusait à faire des petits workouts dans le trailer, tu sais, parce qu'on voulait se tenir réveillés puis se tenir au chaud. Mais finalement, c'est comme devenu un peu tradition de faire ça en allant sur le terrain, puis c'était drôle, là. OK. Fait que là, ça, c'est comme qu'est-ce qui arrive quand il y a des précipitations, mais quand il y en a pas, bon, faut aller télécharger les données. Donc il y a 2 façons, marcher dans de la neige, pas déblayer pour se rendre jusqu'à l'ordinateur, comme l'a fait Andrew ici, ou bien, se connecter puis attendre en se faisant bronzer, comme a fait Charlie ici. Donc dépendamment de la température, ça change complètement l'expérience. Aussi, on a fait des ajustements, comme, on s'est rendu compte que nos données de la jauge étaient bizarres, puis, ben, ça a finalement, notre diagnostic, c'est que c'était pas vraiment au niveau. Fait que c'est de s'arranger avec ça. Dans le fond, on regarde les graphiques en temps réel, puis on essaie d'ajuster les instruments. Puis aussi, ben, c'est de faire de la vulgarisation scientifique parce que les gens qui habitent là se demandent vraiment qu'est-ce qu'on fait chez eux. On arrive, on s'installe, puis surtout que c'est un endroit super petit, il y a pas tant d'habitants que ça. Les autres, ils veulent savoir qu'est-ce qu'on fait. Fait que pendant qu'on était là-bas, on a rencontré des journalistes, on leur a expliqué ce qu'on faisait, mais on a aussi allé voir, l'école secondaire du coin pour leur expliquer, aux jeunes parce qu'en plus, eux, c'est leur quotidien, ils vivent ça tout le temps, tu sais. Puis finalement, ben, j'arrive à qu'est-ce qu'on fait après, être allé sur le terrain. En termes de temps, c'est comme une majeure partie, dans le sens que le terrain a duré 2 mois, mais l'analyse a duré beaucoup plus que 2 mois. Hem, Parce que là, on a collecté vraiment beaucoup de données, puis il y a plein de choses qu'on peut faire avec les données. Donc, c'est quoi l'analyse numérique? Ben, en fait, c'est de prendre les mesures qu'on a obtenues des instruments, puis tirer des conclusions scientifiques, d'écrire des articles ou faire des présentations juste pour partager qu'est-ce qu'on a trouvé comme savoir. Comme tu peux t'en douter, il y a beaucoup d'étapes entre les 2. Hem, donc la première étape, c'est de vraiment bien comprendre comment fonctionne l'instrument. Comme par exemple, on posait des questions tantôt sur, «Oui, mais qu'est-ce qui arrive si la précipitation ne tombe pas dans la jauge?» et cetera. Bien, si tu obtiens un résultat d'une quantité de neige, mais que tu es pas critique par rapport à comment la mesure a été faite, l'analyse risque d'être un peu erronée. Donc, il faut vraiment bien comprendre que oui, les jauges de précipitation, c'est pas idéal, puis dans quel contexte est-ce que c'est pire ou est-ce que c'est mieux? Après, pour tous les instruments, on essaie de comprendre le mieux possible, comment ils fonctionnent, c'est quoi leurs défauts, leurs points forts, points faibles. Après, ben, on a des gros fichiers de données, comme ça ici, puis c'est de faire du traitement de données. Heu, Dans le fond, les instruments nous fournissent des fichiers qui ressemblent à ça ici, puis nous, notre but, c'est d'aller avec des résultats que les gens vont comprendre, qu'on peut expliquer, puis qu'on peut nous-mêmes interpréter aussi parce qu'un gros fichier, de texte comme ça ici, personne ne peut vraiment interpréter ça à l'œil, là. Donc, on va produire des figures, des graphiques, des tableaux, n'importe quoi pour essayer de visualiser nos données, faire des liens entre les variables aussi. Puis après ça, ben, on analyse avec les graphiques, qu'est-ce qu'on a. Puis là, ça, c'est un exemple de ce qu'on a retenu de la campagne de terrain, qui étaient des résultats préliminaires au début. Là, maintenant, on a beaucoup plus de résultats, mais une des premières choses qu'on a remarqué, c'est que du côté Colombie-Britannique, il y avait 25 moins de précipitations sous toutes formes confondues que du côté Alberta. Donc, ça cadre aussi avec ce que je disais tantôt. Du côté Colombie-Britannique, il faisait beau et chaud, puis de l'autre côté, ben, il faisait froid puis il neigeait. Puis aussi, on a remarqué qu'en Alberta, les précipitations, c'est souvent un mélange de pluie et de neige, alors qu'en Colombie-Britannique, on a eu une seule fois où c'était pas vraiment de la pluie, mais les autres fois, c'était pas mal toujours liquide. Fait qu'en termes d'accumulation sur le sol, ça change beaucoup, la donne parce qu'évidemment, on peut accumuler un couvert neigeux
l'eau va s'infiltrer au fur et à mesure dans la terre. Donc après, ce qu'on fait, c'est on va formuler ça dans des mots que d'autres personnes vont comprendre, puis on va le partager. En fonction du public aussi, on s'adapte, là. Donc, si le but, c'est de partager à d'autres chercheurs, chercheuses, ben, on va rentrer plus dans les détails. Après, si le but, c'est de vulgariser, on va aller essayer de chercher des termes plus accessibles pour les gens à qui on présente. Puis je finis en différenciant analyse numérique de modélisation numérique. Donc, l'analyse numérique, c'est un coup que tu as un jeu de données, tu veux l'analyser, c'est trouver des résultats, comme on vient de dire. La modélisation numérique, en fait, c'est quoi? Ben, premièrement, on comprend que pour certaines branches de la science, par exemple la mécanique classique, là, c'est très facile de faire des expériences en laboratoire. Donc, la figure qui est ici, ben, c'est un petit laboratoire qui permet de visualiser très simplement la conservation de l'énergie en termes d'énergie cinétique ou d'énergie potentielle. Il y a d'autres sciences pour lesquelles on ne peut pas faire ça, notamment tout ce qui est épidémiologique. Donc, on peut être amené à vouloir visualiser comment va se propager un virus, par exemple, mais on ne peut pas volontairement dire OK, j'infecte 3 personnes, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, dans ces cadres-là, on va être amené à faire de la modélisation. C'est d'ailleurs un laboratoire de modélisation que j'ai eu à faire dans mes études. Donc, voir la propagation d'un virus, par exemple. Puis, ça m'amène à tout ce qui est changement climatique. Bien, il y a beaucoup de qu'est-ce qui se passe dans le futur, là, dans les changements climatiques. Fait qu'on ne peut pas vraiment dire, bon, mettons que j'augmente la température de 2 degrés, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, ça ne se fait pas. Puis, deuxièmement, on ne veut pas le faire. Euh, donc, là, ça va être un peu la même chose que une épidémiologie, un modèle épidémiologique. On va simuler une augmentation de température sur la planète ou on va simuler une augmentation de CO2, voir comment la variable température réagit. Fait que c'est ça. Dans le fond, on a un modèle qui représente la réalité, puis on joue avec les variables pour voir qu'est-ce qui se passe. Fait qu'on s'est comme fait un petit schéma numérique dans l'ordinateur de la réalité, comme on se faisait un petit schéma en réalité de la mécanique classique. Donc, ça termine ce que j'avais à présenter pour aujourd'hui. Donc, s'il y a des questions, je suis ouverte aux questions en général, autant sur le projet que sur le domaine ou quoi que ce soit. Par rapport à la documentation que vous avez produite à la fin de votre expérience en Alberta puis en Colombie-Britannique, est-ce qu'il y a j'imagine que vous avez publié quelques articles? Oui. D'abord, le premier article qu'on publie, c'est, en anglais, on dit un data paper. OK. Dans le fond, c'est de faire l'état de qu'est-ce qu'on a mesuré là-bas. OK. Donc, il y a un peu d'analyse, mais c'est surtout un état des faits. Parce que c'est un nouveau jeu de données qui n'était pas là, on l'ajoute. C'était quoi la précision des instruments, à quel intervalle de temps on a mesuré, c'était quoi la durée, pourquoi on est allé, etc. Après ça, il y a de l'analyse qui est faite, puis là, il y a d'autres articles qui sont produits. Dans le cadre de mon projet particulièrement, je me concentre sur le côté Alberta seulement, puis il y a d'autres étudiants et étudiantes qui, par exemple, vont se concentrer sur le côté Colombie-Britannique seulement, ou des personnes qui vont se concentrer vraiment sur le partage entre les deux. Puis après ça, on essaie de mettre tout ensemble. Donc, chaque sous-section peut mener à un article scientifique. Je dis un, mais ça peut être plusieurs si on analyse différents aspects, par exemple. OK, je me demandais s'il y avait un document que je pouvais lire, par hasard, que je pourrais retrouver sur Internet. On a fait comme un blog pendant. OK. Si tu veux, je peux réécrire dans le chat, c'est quoi, là? Puis au quotidien, on mettait nos trucs dedans, mais on a aussi mis des updates après de ce qu'on a fait. Puis sinon, en fait, c'est que les articles, comme tu peux t'en douter, quand tu finis l'article et que tu le soumets, il n'est pas accessible tout de suite parce qu'il y a des révisions, il y a des personnes qui vont repasser par-dessus. Dans le fond, c'est une force de la science, c'est la révision par les pairs. Quand l'équipe est prête et pense que son article est vraiment bon à soumettre, il y a d'autres personnes dans le domaine qui vont le regarder et souligner tout ce qui a l'air de pouvoir être amélioré. Donc, ça, c'est une force de la science, dans le fond, parce que c'est rare qu'il va y avoir un article qui va être publié que personne n'aura revu. Puis souvent, les personnes qui revoient, mais c'est des gens qui ne sont pas nécessairement dans notre équipe. En fait, c'est des gens qui sont à l'extérieur, donc qui ont un point de vue extérieur sur la chose. Donc là, le processus fait en sorte que Je sais que, par exemple, le data paper est encore en révision, là, qui devrait sortir bientôt. Fait Il y a le site web pour le projet SPADE aussi qui peut-être pourrait lui donner pas mal c'est ça, le blog. un peu. Oui, je vais essayer de
Je pensais, Ève, justement, si tu m'envoies un courriel, je pourrais t'envoyer de l'information. Il y avait une autre présentation que tu t'as manqué tout à l'heure sur les inondations. Ouais, Comme on va enregistrer chaque présentation, je pourrais t'envoyer le lien si jamais tu veux le regarder dans un moment super. disponible. Puis peut-être si tu... Courriel, c'est laprise.rené@uqam.ca, c'est ça? exact, oui, oui. OK. Et puis tu vois, le projet SPADE, c'est-tu le site officiel, celui-là? Je vais mettre dans le chat. Ça, Ouais. c'était comme le blog qu'on remplissait. Dans le fond, à chaque fois qu'on allait sur le terrain, on faisait un compte-rendu de notre journée. Je dis journée, mais notre moment. Puis autant Ah, d'un c'est côté trop que de bien. l'autre. Puis ça a lieu, OK, en octobre 2020. OK, wow, c'est bien. Mhm. Ouais, Je vais fait aller voir que ça. Puis, ça, vas-y. chaque personne a un peu a pris comme sa tangente avec son projet là-dessus. Mais ouais, comme par exemple, moi, ce que j'ai fait comme projet, c'est d'analyser tout ce qui était des vents de bas niveau, fait que la turbulence, c'est beaucoup de la mécanique des fluides. Euh, c'est ça qui m'intéressait aussi. Fait que j'ai été amenée à faire ça. Il y a des gens qui font vraiment autre chose, là. C'est ça qui est un peu le fun, dans le sens où tu peux un peu choisir la branche de la physique ou des maths qui t'intéresse le plus. Fait que moi, je voulais aller. Moi, j'étais comme les petits processus de fine échelle, tout ce qui était échange thermodynamique, la mécanique des fluides, tout ça. Fait que c'est ça que j'ai choisi de faire, mais c'est vraiment pas tout le monde dans l'équipe qui fait ça. J'envoie un courriel donc à René. Une seconde, je suis en train d'écrire à ucam.ca. Mais à part ça, j'avais pas d'autres questions. C'est bien correct. Bon. Alors, merci pour ta participation. Et C'est donc, bien agréable, Puis, merci. je te suggère aussi, si tu as des questions, de contacter directement les personnes, mettons les étudiantes de chaque domaine, comme, tu sais, mettons, si tu as des questions, si tu veux savoir comment c'est le bac, mettons, en physique à telle université, ben écris à des gens. Comme les gens, en général, vont pas avoir de problème à répondre à leurs expériences personnelles. Puis je pense que la meilleure façon de savoir, c'est de demander à quelqu'un qui l'a vécu. Exactement, j'aime bien parler à des étudiants justement, mais je sais pas trop, tu sais, parce que quand tu arrives sur le site web d'une université, Ouais. tu as la présentation générale du programme, mais je sais pas trop comment Ben, interagir avec les étudiants. Évidemment, j'en connais pas, je sais pas, j'ai jamais vu de. à- ouais. comment dire, Ben, je pourrais je connais bon, comme je connais des gens dans quelques domaines parce que j'ai moi-même, je j'imagine. me suis promenée un peu. Fait que je pourrais essayer de te mettre en contact avec des personnes. Au pire, eux peuvent te rediriger, là. Hmm. Fait que si tu veux attends, je peux te mettre mon courriel dans le chat. peut-être l'association étudiante aussi, Oui, ouais, comme ça, c'est une bonne façon. une fois que tu tombes là, tu dis, OK, moi, je suis intéressé, disons, physique ou chimie, puis tu Mmh, leur dis, tu ne pourriez pas me mettre en contact avec quelqu'un, un étudiant de ce domaine-là, puis là, ouais. on Mettons donne. d'aller sur Google, marquer association d'étudiantes je sais pas, de génie mécanique polytechnique, ben là, tu vas avoir le lien après, là. Puis je suis curieuse de savoir, tu l'as fait où ton bac en physique? À l'UDM. Dans le fond, je suis pas Ok, sortie de Montréal. Je ok, commençais à d'accord. Polytechnique, après je suis allée à Montréal, puis après je suis allée à l'UQAM, Ouais, juste bon. parce que j'habite là, fait que c'était plus Hum, pratique. ouais, évidemment. Mais Ok. les gens se connaissent quand même en général, fait que je pourrais peut-être aussi te trouver du monde comme à Sherbrooke. Je sais pas, tu es dans quel coin ou quel coin t'intéresse? Moi, je suis à Montréal, mais tu sais, pour mon bac en physique, j'ai l'impression que j'irais plus à l'UDM parce que l'astrophysique m'intéresse. Mmh. Puis à Sherbrooke, c'est pas offert OK, ouais. comme spécialisation. Donc, je me dis que je pourrais quand même faire un bac à Sherbrooke en physique, puis après ça, Ouais, faire ma maîtrise ailleurs. Mais au cycle supérieur, ouais. Mais pour ouais, l'instant, puis d'ailleurs, ça me fait penser, il y a comme des profs là, au département, mais des étudiants aussi, qui étaient intéressés par l'astro, puis qui ont fini en météo parce que c'est comme de l'astro, mais plus proche, tu sais. Fait que c'est je- cool.
Mais je Mais pense entre autres au professeur, Blanchet qui lui, il a fait son bac en physique, il voulait vraiment aller en astro, puis un moment donné, il était comme: «Ah, la météo, c'est comme de l'astro, mais qu'on est dedans». Puis là, il a fini en météo, tu sais? Fait que c'est comme pas si, Ouais. tu parlais de tes intérêts au début de ta présentation, puis je trouve que ça rejoint quand même les miens. Ouais. Mais non, honnêtement, je sais pas trop. C'est 2 programmes qui m'intéressent, mais j'ai comme aucune idée de comment je pourrais trancher entre ces 2-là. Mmh. Euh, Ben, après aussi, c'est de comprendre qu'il y a aucun programme qui est parfait, puis aucun programme qui est pas bon. Tu sais, quand tu vas aller dans un ou dans l'autre, c'est pas, tu vas Au pire, je change, je m'essaie, puis tu je vas trouver ton compte, là, tu sais, Mhm. il y aura des choses que tu vas adorer dans les 2 de toute façon. Puis si tu Ouais, vas dans un puis que tu as envie de changer, ben change, tu sais, c'est pas, comme c'est absolument. surtout que c'est pas perdu parce que c'est pas comme passer de, histoire de l'art à mathématiques, là, Ouais, ce qui est pas problématique non plus, mais tu sais, moi, tout ce que j'ai fait avant, ça m'a servi. ouais, évidemment. Ouais, Fait que c'est c'est bien. vraiment pas la fin du monde, là, si tu changes. Ah, ça va sûrement juste alléger tes sessions après, tu sais. Mm. Je prends en note ton courriel. Ouais. Un instant.